J'ai écrit un livre sur mon propre père pour célébrer ses réalisations ainsi que pour évaluer ses échecs. Des débuts mouvementés en Russie, en Chine et à Paris, le parcours de Yul Brynner vers la célébrité a été tout simplement extraordinaire. Son interprétation emblématique du roi Mongkut dans Le Roi et moi prouve son talent remarquable et son héritage durable. Cependant, des révélations récentes de son fils ont mis en lumière des aspects de la vie de Yul que nous ne connaissions pas. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour découvrir ces détails surprenants. La jeunesse et l'enfance de Yul Brynner. Yul Brynner est né le 11 juillet 1920 à Vladivostok, en Russie, sous le nom de Yuli Borisovitch Brynner. Son père, Boris Brynner, était un ingénieur minier suisse-russe, tandis que sa mère, Maroussia Blagovidova, était d'origine russe et partiellement romanie. Cet héritage multiculturel a considérablement influencé son identité et sa personnalité, lui offrant une riche influence culturelle dès son plus jeune âge. La jeunesse de Yul était un mélange de vérité et de malentendus, largement entretenu par Brynner lui-même. Il affirmait avec humour qu'il y avait 10 ou 12 histoires différentes sur sa jeunesse en circulation et fournissait souvent des informations contradictoires sur son année de naissance, ce qui ajoutait à son personnage mystérieux. La vérité, cependant, a finalement émergé et a été confirmée à sa mort sur sa pierre tombale, qui prouvait qu'il était bien né le 11 juillet 1920. En 1923, après que son père a quitté la famille, Yul et sa mère ont déménagé à Harbin, en Chine. Harbin, connu comme le Paris de l'Est, était une ville animée avec un mélange d'influences chinoises, russes et internationales. Cet environnement éclectique a offert à Jules un premier aperçu d'un monde multiculturel et l'a aidé à développer ses compétences linguistiques. Le jeune Yul s'est rapidement adapté à son nouvel environnement, apprenant à parler chinois et poursuivant son éducation dans une école bilingue. La vie de sa famille à Harbin comportait de nombreux défis. Yul et sa mère ont fait face à des difficultés financières, ce qui les a ensuite poussés à chercher de meilleures opportunités ailleurs. C'est vers cette époque que le conflit entre la Chine et le Japon, en 1932, devenait de plus en plus fort. C'est alors que la famille a décidé de faire le pas audacieux de déménager à Paris, en France, en 1934. Ce déménagement allait encore façonner le caractère polyvalent et dynamique de Yul. Paris, à cette époque, était l'épicentre culturel de l'Europe, rempli de passions artistiques et intellectuelles. Le déménagement à Paris a offert à Jules l'accès aux meilleures œuvres d'art, à la musique et à l'éducation du monde, influençant profondément son développement précoce. À Paris, Yul a fréquenté le prestigieux lycée Moncel, où son éducation était diversifiée et précise. Au-delà du programme typique, il a été exposé aux arts et aux sciences humaines, ce qui a éveillé sa passion pour la performance. Pendant son séjour au lycée Moncel, il a développé un intérêt considérable pour la musique, en particulier pour la guitare. Il a commencé à jouer dans des nightclubs russes pour subvenir aux besoins de sa famille, démontrant ainsi son talent en développement et approfondissant son appréciation pour divers genres musicaux. Voyage vers sa carrière. Avant de s'engager pleinement dans la comédie, l'esprit aventureux de Yul l'a amené à explorer d'autres chemins inhabituels. À l'âge de 13 ans, il a quitté la maison pour rejoindre la troupe de gitans itinérantes, jouant de la guitare. Il a également fait ses premiers pas dans le monde de l'acrobatie comme trapéziste avec le renommé Cirque du Diver en France. Cependant, il a fait une chute des barres parallèles en 1937, ce qui a entraîné 49 fractures, interrompant brutalement sa carrière au cirque. Cet accident, bien que traumatisant, a ouvert une autre voie pour Yul lorsqu'il a orienté son attention vers la scène pendant sa convalescence. Les capacités multilingues de Brynner ont encore alimenté ses ambitions théâtrales. Cette ambition l'a poussé à déménager en Amérique en 1940, où il a d'abord encore eu des difficultés, occupant divers petits emplois, allant de conduire un bus pour une compagnie d'acteurs à jouer de petits rôles à Broadway. Sa polyvalence et sa personnalité dramatique lui ont permis de s'adapter rapidement à ces rôles, préparant ainsi le terrain pour de futurs succès. En 1941, Brynner fit son entrée dans le monde du théâtre avec une première performance dans La Nuit des Rois de Shakespeare à Broadway, jouant le rôle de Fabian. Il livra quelques répliques en anglais approximatif avec un accent russe notable, démontrant ainsi sa précocité en tant qu'interprète. Cependant, la production a connu une fin brutale après l'attaque de Pearl Harbor et la déclaration de guerre par les États-Unis.
En conséquence, il a dû s'adapter à nouveau à un paysage en évolution, ce qu'il a fait en assumant le rôle de commentateur radio pour la station Voice of America. Son travail à la station de radio était de diffuser de la propagande de guerre en français et en russe, mettant en avant ses capacités multilingues. Les années qui ont suivi l'ont vu diversifier ses activités professionnelles. Il s'est engagé occasionnellement dans des projets d'acteurs limités, partageant la vedette avec Mary Martin dans The Lute Song en 1946, et a exploré le mannequinat, ce qui a même inclus une séance photo nue notable par George Platt Lynes. En plus de ses activités académiques et musicales, Briner a étudié le théâtre sous la direction de Michael Chekhov, un acteur renommé et praticien de la méthode de jeu. Michael Chekhov, le neveu du célèbre dramaturge Anton Chekhov, a offert à Yule une compréhension profonde de l'art de l'acteur. Cette expérience a permis à Yule de développer une approche profonde et méthodique de ses rôles qui le distinguerait plus tard à Hollywood et à Broadway. Alors que Yule perfectionnait ses talents, son nom professionnel a également évolué. Initialement, il se produisait sous divers pseudonymes, dont Taija Khan, pour se faire une place en tant que chanteur et guitariste dans les nightclubs parisiens. Ces performances n'étaient pas seulement un moyen de gagner sa vie, elles étaient essentielles pour affiner sa présence sur scène et ses compétences d'interprétation. Ces années formatrices furent marquées non seulement par des difficultés, mais aussi par une liste toujours croissante d'expériences qui donnèrent plus de sens à son personnage. La capacité d'adaptation de Yule et son aptitude à prospérer dans des environnements divers sont devenus des caractéristiques de sa carrière légendaire. Les défis qu'il a relevés, les cultures qu'il a absorbées et les compétences qu'il a perfectionnées se sont toutes regroupées, lui permettant de puiser dans un riche vivier d'expériences de vie. Ces expériences et aventures n'étaient pas sans défis. Briner a fait face à des difficultés financières et à des moments de rejet, mais sa résilience et son adaptabilité l'ont soutenu. Il a puisé sa force dans son héritage multiculturel, qui a continué d'influencer sa sensibilité artistique et ses décisions. Que ce soit pour naviguer à travers les défis financiers de sa famille ou pour surmonter des obstacles professionnels, ces moments d'adversité ne faisaient que renforcer son désir de réussir. Au moment où il est entré dans l'univers d'Hollywood, Yul Brynner était un artiste chevronné, avec un riche mélange de compétences et une personnalité complexe et multifacette. Ses premiers rôles, ses performances scéniques et la quantité d'expérience qu'il avait lui ont donné le savoir-faire et la résilience qui allaient définir sa carrière légendaire dans l'industrie du divertissement. Chaque rôle qu'il a endossé, chaque défi qu'il a relevé et chaque compétence qu'il a acquise ont ajouté plus de sens à son caractère formidable, faisant de lui non seulement un acteur, mais un véritable artiste. Le succès à Hollywood. La percée de Yul Brynner est venue avec son rôle emblématique de roi Mongkut dans la production de Broadway The King and I en 1951. Ce rôle a été un moment déterminant dans sa carrière, mettant en valeur sa présence imposante et son charisme unique. Le voyage pour devenir l'emblématique roi Mongkut du Siam a commencé initialement comme une épreuve, menant finalement au triomphe pour Brynner. Lorsqu'il a d'abord auditionné pour le rôle en 1950, la production se concentrait principalement sur Gertrude Lawrence, qui jouait Anna, la gouvernante anglaise. Le public a d'abord réagi négativement, avec une personne qui lui a même lancé une chaussure lors d'une représentation. Malgré ses débuts difficiles, les performances captivantes de Brynner ont rapidement changé la donne en sa faveur. Brynner a ensuite été choisi pour le rôle après avoir été remarqué pour son allure et sa présence scénique. Un des aspects les plus remarquables de sa transformation pour le rôle a été sa décision de se raser la tête. Un look qui non seulement a généré une publicité importante, mais est aussi devenu synonyme de son personnage, et plus tard, de sa propre personnalité. Sa performance dynamique, en particulier sa chimie avec sa co-star Gertrude Lawrence, a captivé les spectateurs et les critiques, contribuant au succès du spectacle à Hollywood. Le succès de The King and I à Broadway a conduit Brynner à reprendre le rôle dans l'adaptation cinématographique de 1956. Après la sortie de la version cinématographique en mars 1956, Brynner a remporté un Tony Award du meilleur acteur dans une comédie musicale et finalement un Oscar du meilleur acteur pour le film. Sa chimie avec Deborah Kerr dans le film est devenue l'un des points forts de la production. Son co-star, Charlton Heston, a fait l'éloge du travail de Brynner, déclarant « Le travail de Yul dans Le Roi et moi était incomparable.
Son dévouement au rôle était évident, car il l'a interprété plus de 4600 fois sur scène, un témoignage de son engagement et de son amour pour le personnage. Cet exploit a solidifié son statut d'acteur principal à Hollywood et a fait de son interprétation du roi Mongkut l'une des performances les plus mémorables de l'histoire du cinéma. À la suite de son succès, Brynner a continué à jouer des rôles importants dans des films majeurs. Il a incarné le pharaon Ramsès II dans Les 10 Commandements, une performance qui a renforcé sa réputation d'acteur polyvalent et talentueux. Sa capacité à incarner des personnages aussi divers en a fait un talent très recherché dans l'industrie. Ses performances dans des films comme Anastasia, Les 7 mercenaires et Westworld ont démontré son remarquable éventail en tant qu'acteur. Dans des interviews ultérieures, Brynner a souvent réfléchi à la manière dont The King and I lui a permis de démontrer toute l'étendue de ses talents et a profondément influencé sa vie professionnelle et personnelle. Son style distinctif et ses performances puissantes dans le rôle ont laissé un héritage durable dans le monde du divertissement. Mariage et vie de famille. Yul Brynner a eu une vie amoureuse plutôt mouvementée avec ses 4 mariages et un engagement envers sa famille. Son premier mariage était avec l'actrice Virginia Gilmore en 1944. Ensemble, ils ont eu un fils nommé Rock Brynner. Malgré leur lien, leur mariage s'est terminé par un divorce en 1960. Rock Brynner, son fils, deviendra plus tard historien et auteur, réfléchissant souvent à la personnalité hors du commun de son père. Peu de temps après son divorce de Gilmour, Brynner a épousé Doris Kleiner, une costumière chilienne, en 1960. Cette union a donné naissance à une fille, Victoria Brynner. Le mariage, malheureusement, n'a pas duré, se terminant par un divorce en 1967. Victoria, sa fille issue de son deuxième mariage, a poursuivi une carrière réussie dans la mode et la production cinématographique, perpétuant ainsi l'héritage artistique de son père. Le troisième mariage de Brynner fut avec Jacqueline Thion de la Chaume en 1971. Bien qu'ils n'aient pas eu d'enfants biologiques ensemble, pendant cette période, Brynner a adopté 2 enfants vietnamiens, Mia et Melody, reflétant son profond sens de l'empathie et de la responsabilité pendant une période de chaos mondial. Ce mariage, lui aussi, s'est terminé par un divorce en 1981. Mia et Melody sont restés proches de Brynner, parlant souvent de lui comme d'un père dévoué et aimant. En 1983, Brynner a épousé Kathie Lee, une danseuse asiatique. Malgré ses nombreux mariages et relations tumultueuses du passé, Brynner trouva réconfort et compagnie avec Kathie. Ils restèrent ensemble jusqu'à sa mort en 1985. Kathie est restée à ses côtés pendant sa lutte contre le cancer du poumon, soulignant la force de leur relation pendant ces dernières années, ce que les enfants de Yul Brynner ont dit de lui. Yul Brynner avait 5 enfants, chacun avec des perspectives uniques et intéressantes sur leur père célèbre. Voyons ce que ces enfants ont à dire sur leur père. La perspective de Victoria Brynner. Victoria Brynner, la fille de Yul Brynner et du mannequin chilien Doris Kleiner, a grandi entourée du faste et du glamour des figures emblématiques. Sa marraine n'était autre que la légendaire Audrey Hepburn, qui était la meilleure amie de sa mère. Le cercle social de Yul Brynner comprenait des personnalités telles que Jean Cocteau et Pablo Picasso, ce qui ajoutait encore plus d'attrait à l'éducation de Victoria. Victoria Brynner a également parlé de l'influence profonde que son père a eue sur sa vie, tant sur le plan professionnel que personnel. Sa carrière dans la mode et la production cinématographique est similaire aux engagements artistiques de son père, reflétant un héritage continu. Un exemple de cela est la manière dont Victoria a intégré sa compréhension de la nature méticuleuse de son père dans son approche professionnelle. En tant que fondatrice et présidente de Stardust Brands, un groupe de gestion qui favorise les liens entre les marques de luxe et les talents créatifs, Victoria continue de vivre une vie remplie de connexions prestigieuses. Malgré sa carrière moderne, elle se remémore avec tendresse l'impact de son père sur sa vie. Un des souvenirs les plus précieux de Victoria tourne autour du rôle de son père dans The King and I. La représentation de Yul Brynner dans le rôle du roi Mongkut a commencé en 1951 à Broadway, lui valant un Tony Award. Le succès a continué avec un Oscar pour l'adaptation cinématographique de 1956. Victoria garde une place spéciale dans son cœur pour cette production, car elle l'a profondément touchée.
Elle se souvient de la résonance émotionnelle de la scène finale déchirante du roi qui lui a laissé une impression durable. En grandissant, elle a passé d'innombrables heures à regarder les performances de son père, tant à Broadway qu'à Londres, donc elle devait la revivre chaque nuit. Pour Victoria, beaucoup des moments précieux avec son père sont liés à son rôle iconique en tant que roi. Alors que Yul Brynner a eu des performances mémorables dans des films comme Les 10 Commandements et Les 7 Mercenaires, c'est le personnage du roi Mongkut auquel il est revenu plus tard dans sa carrière, même s'il a dépassé l'âge des rôles de premier plan. À perspective de Rocky Brynner, le fils de Yul Brynner, Rocky, a lui aussi des réflexions émouvantes sur son père. Pendant une période difficile de la carrière de Yul Brynner, Rocky a reconnu que son père pouvait être difficile et même un peu fou parfois. Grandir avec un acteur renommé avait ses complexités et les expériences de Rocky n'étaient pas une exception. Rocky, qui a plus tard travaillé comme road manager pour le groupe Bob Dylan et a servi de garde du corps à Muhammad Ali, a laissé entendre les défis d'avoir un père célèbre. Il a remarqué que bien que son père soit un acteur remarquable, sa personnalité intense rendait la vie de famille un peu difficile parfois. En plus des défis, Rock Brynner a également évoqué les joies d'être le fils de Yul Brynner, soulignant à la fois les aspects publics et privés de son père. Cela apporte plus de perspective à notre compréhension de Yul Brynner, le présentant comme un individu complexe avec des défauts et des forces. Mia et Melody, les enfants que Brynner a adoptés avec Jacqueline, ont également exprimé leur admiration pour l'esprit humanitaire de leur père et son profond sens de l'engagement envers la famille. Son adoption d'eux pendant la guerre du Vietnam a montré sa nature bienveillante et sa volonté d'offrir un foyer aimant. Mia a raconté comment Brynner lui apprenait souvent différentes cultures et histoires, ce qui a enrichi son éducation. Chacun des mariages de Brynner et les relations avec ses enfants ont joué un rôle significatif dans la formation de sa vie personnelle et professionnelle. Malgré plusieurs relations difficiles, Brynner était profondément engagé dans son rôle de père. Ses enfants parlaient souvent de lui avec affection, partageant des histoires de son dévouement et de son amour. Tout au long de sa vie, Brynner a maintenu une relation complexe mais profonde avec ses proches. Il a navigué les défis de multiples mariages tout en s'efforçant de rester un père dévoué et présent. Sa capacité à aimer et soutenir ses enfants à travers différents mariages témoigne de son caractère au-delà de l'écran. De plus, les origines multiculturelles de Brynner ont peut-être influencé son approche empathique envers l'adoption d'enfants du Vietnam, reflétant son esprit inclusif et humanitaire. Sa carrière était très exigeante, mais Brynner s'efforçait toujours de faire de sa famille une priorité. Il y a même des rapports selon lesquels il refusait souvent des projets nécessitant des engagements à long terme loin de chez lui, ce qui montrait son dévouement envers ses enfants. Ces mariages n'étaient pas sans scandale, car il y avait des rumeurs de nombreuses liaisons très médiatisées avec des actrices comme Marlène Dietrich, Judy Garland et Joan Crawford. Brynner n'a jamais reconnu publiquement sa bisexualité. Ses relations avec des hommes, y compris avec le poète et cinéaste Jean Cocteau, étaient discrètement tenues à l'écart du public. La vie familiale de Yul Brynner a eu beaucoup de hauts et de bas, mais son engagement envers ses enfants est resté constant. Son héritage en tant qu'acteur est complété par son rôle de père et de mari. Ses enfants continuent d'honorer sa mémoire, réfléchissant à l'influence et à la figure aimante qu'il a été dans leur vie. Les perspectives des enfants de Yul Brynner offrent une vision multiforme de lui, à la fois en tant que père et acteur légendaire. Les souvenirs de Victoria, Mia et Melody soulignent l'impact émotionnel et durable de son rôle dans Le Roi et moi, tandis que les réflexions de Rocky révèlent les complexités de leur relation. À travers leurs yeux, nous obtenons une image plus riche et nuancée de la vie de Yul Brynner au-delà de ses rôles emblématiques à l'écran. Controverse. Yul Brynner, célébré pour ses performances envoûtantes, était également connu pour son comportement exigeant et dur, tant sur le plateau qu'en dehors. Tandis que son interprétation du roi Mongkut dans l'adaptation cinématographique de 1956 de The King and I lui a valu un Oscar du meilleur acteur, le film reste interdit en Thaïlande.
Le gouvernement du pays a jugé que la représentation de leur monarque était irrespectueuse, ce que certains critiques estiment refléter la personnalité abrasive de Briner lui-même. L'engagement profond de Briner envers le rôle du roi Mongkut l'a vu l'interpréter 4625 fois sur scène, indiquant un niveau de jeu d'acteur méthodique qui a peut-être influencé son comportement en dehors de la scène. Il a un jour admis que le personnage l'avait pris, brouillant les frontières entre sa vie professionnelle et personnelle. Malgré le succès et les éloges, la carrière de Briner était pleine d'histoires d'égoïsme, de rivalités amères et de comportements exigeants. L'une des rivalités les plus marquantes était avec les co-acteurs Steve McQueen et Ingrid Bergman. Bergman, qui a remporté l'Oscar de la meilleure actrice la même année où Briner a reçu son prix pour Le Roi et moi, a partagé des histoires troublantes de leur temps sur le tournage d'Anastasia. Briner, mesurant 5 pieds 6 pouces et demi, était plus d'1 pouce plus petit que Bergman. Il luttait contre des insécurités liées à sa taille, surtout parce que Bergman le dominait souvent. Lorsque Bergman a poliment suggéré d'utiliser des accessoires pour atténuer la différence de taille, Briner a rétorqué sèchement, disant qu'il refusait de jouer la scène sur une boîte et a rabaissé Bergman en disant qu'il allait montrer au monde quel grand cheval elle est. Cette explosion a mis en évidence le caractère notoirement colérique de Briner et sa sensibilité concernant sa taille. Malgré cette tension initiale, Bergman remporta son 2e Oscar grâce à son rôle dans Anastasia, démontrant sa capacité à surmonter des partenaires de jeu difficiles et à garder son professionnalisme. Son succès prouvait son talent exceptionnel et son élégance sous pression, même face aux comportements difficiles de Briner. La relation controversée de Briner avec Steve McQueen pendant le tournage de Les 7 mercenaires s'étendait de la performance à l'écran aux frasques hors écran. Selon l'autobiographie de son co-star Eli Wallach, Briner était tellement furieux des tactiques de vol de scène de McQueen qu'il a engagé un assistant pour compter le nombre de fois que McQueen jouait avec son chapeau pendant que Briner parlait. McQueen, connu pour sa personnalité décontractée, éclipsait souvent Briner en faisant de petits gestes pendant les répliques de Briner. Briner a dû créer de petites buttes pour se tenir dessus lors des scènes extérieures afin de paraître plus grand, mais McQueen les aplatissait simplement en passant. Cette bataille passive-agressive pour la domination à l'écran s'est intensifiée davantage. L'habitude de McQueen de réajuster son chapeau ou sa ceinture pendant les scènes de Briner n'était pas seulement un acte de rébellion, mais une stratégie pour attirer l'attention. La rivalité est devenue si palpable qu'elle a finalement conduit à une confrontation explosive où Briner a saisi l'épaule de McQueen devant l'équipe. McQueen a ensuite supposé que l'inconfort de Briner pouvait provenir de son insécurité avec l'équitation et les armes à feu, compétences dans lesquelles McQueen excellait, le faisant apparaître comme une menace pour la présence imposante de Briner. Sur un autre plateau, l'ego de Briner était de nouveau en plein display. Dans un autre cas, alors qu'il jouait dans le film Salomon et la reine de Saba, Briner s'est heurté au réalisateur King Vidor. Des rapports suggèrent que Briner dépassait souvent son rôle d'acteur en tentant de diriger les scènes lui-même. Ce comportement a créé un environnement de travail hostile, causant des tensions parmi le casting et l'équipe. Outre la rivalité de Briner avec ses co-stars, Ray Harryhausen, connu pour ses effets spéciaux incroyables dans Les 7 mercenaires, a décrit Yul comme un acteur talentueux, mais aussi un homme difficile et de mauvaise humeur qui avait de nombreuses exigences spécifiques. L'agent de Briner, Robbie Lance, a également confirmé que les exigences contractuelles de l'acteur étaient très détaillées et parfois assez étranges. Les demandes de Briner étaient si spécifiques qu'elles semblaient presque obsessionnelles. Par exemple, il voulait que le tapis de sa caravane soit d'une teinte particulière de rouge profond, importé d'un fournisseur haut de gamme. Il exigeait également un type spécial de mouchoir d'une boutique en France et ne voulait qu'une marque d'eau en bouteille de qualité supérieure importée, même si c'était difficile à obtenir. Ces exigences ne se terminaient pas avec la caravane. Lorsqu'il séjournait dans des suites d'hôtels, Briner insistait pour que la chambre soit parfumée avec son parfum préféré d'une parfumerie de luxe parisienne. Il voulait également que les rideaux soient faits d'un tissu spécifique pour bloquer toute lumière, car il détestait la lumière du matin.
De plus, Briner exigeait que l'hôtel dispose d'un système audio haut de gamme pour sa collection de musique d'opéra. Au moment où il a pris le rôle du capitaine Müller dans le film de 1965, Morituri, l'influence de Briner lui a permis de faire des demandes encore plus extravagantes. Par exemple, il a insisté pour construire une aire d'atterrissage sur le navire, pour qu'un hélicoptère privé le ramène à terre après chaque journée de tournage. Ce n'était pas seulement une question de commodité. Cela montrait son pouvoir et son statut dans l'industrie, ce qui pouvait être un peu agaçant. En plus de l'hélicoptère, le contrat de Briner pour Morituri incluait un chef privé venu de France qui cuisinerait des repas exactement à son goût avec les ingrédients les plus frais dont beaucoup devaient être importés. Cela compliquait énormément les choses et rendait le tournage très coûteux pour l'équipe de production. Malgré toutes ces exigences de luxe, et même s'il touchait des cachets astronomiques, Briner était étonnamment économe. Bien qu'il désirait des décors et des commodités luxueuses, il était connu pour être avare avec l'argent. Par exemple, il apportait souvent ses propres ustensiles et assiettes réutilisables pour éviter les frais supplémentaires de service en chambre. Sur le plateau, il réutilisait des tasses à café et faisait le plein de produits de toilette gratuits de l'hôtel dans sa loge. Les histoires de personnes qui ont travaillé avec lui montraient sa personnalité excentrique et contradictoire. George Jacobs, un membre du personnel de Frank Sinatra, a partagé dans ses mémoires que Briner comptait souvent sur Sinatra pour la nourriture, les boissons et la socialisation. Jacobs et ses amis surnommaient avec humour Briner « Oncle Picsou », le roi des radins, soulignant la réputation de Briner pour être avare malgré sa richesse. Briner avait également des exigences contractuelles très spécifiques pour les réalisateurs et producteurs. Il voulait que sa caravane soit positionnée de manière à éviter la lumière directe du soleil et insistait pour que son vétérinaire personnel soit disponible lorsque ses animaux voyageaient avec lui, ce qui ajoutait plus de complexité et de coûts au budget de production. Ces histoires sur les exigences de contrat incroyablement détaillées et souvent extravagantes de Briner montrent la complexité de sa personnalité. Elle révèle comment il pouvait exiger le luxe tout en étant très frugal, ce qui faisait de lui une figure unique et intéressante à Hollywood. Personnalité toxique, racisme et narcissisme. Yul Brynner était également connu pour être narcissique et avoir une personnalité toxique. Pendant la représentation de The King and I, le comportement de Yul Brynner, en dehors de la scène, était réputé pour être très égocentrique et désagréable. Frank Langella, qui jouait Dracula en même temps dans un théâtre voisin, a partagé ses expériences avec Brynner dans ses mémoires de 2012. Langella a décrit Brynner comme quelqu'un d'obsédé par lui-même, souvent debout devant un miroir et parlant fréquemment de lui-même. Langella a révélé des aspects troublants de la personnalité de Brynner, y compris ses préjugés raciaux. Lors d'un trajet dans la limousine blanche énorme de 6 mètres de long de Brynner, Brynner a exhibé divers gadgets, y compris des lumières stroboscopiques. De manière choquante, Brynner a admis qu'il utilisait ces lumières pour effrayer les Noirs s'ils s'approchaient de sa voiture, exposant ainsi ses préoccupants préjugés raciaux. Brynner manifestait souvent du mépris pour ses fans et son public, refusant de s'incliner et leur tournant le dos à la place. Des histoires circulaient sur les remarques grossières de Brynner envers le personnel de production et ses menaces fréquentes de licencier des gens. Brynner était également fier de son approche impitoyable du théâtre, disant à l'animateur de télévision Bill Boggs qu'il était sans pitié et que les gens paresseux devraient avoir peur de lui. Il a dit qu'il se débarrasserait simplement de tout le bois mort qu'il trouverait. Bien qu'il ait eu un tempérament notoire, Brynner affirmait qu'il n'avait pas besoin de thérapie, déclarant « Le jour où quelqu'un m'allongera sur un canapé, je serai soit ivre, soit mort ». Cette déclaration a capturé le caractère têtu et souvent imprévisible de Brynner. Sa personnalité toxique s'est également manifestée dans ses interactions avec ses co-stars, comme sa rivalité acharnée avec Steve McQueen et son mécontentement lorsque Charlton Heston, qui a joué Moïse, recevait plus d'attention que lui. Les mémoires de Langella ont également noté que l'ego de Brynner affectait ses relations personnelles. Son narcissisme rendait difficile pour lui de se connecter véritablement avec les autres, provoquant souvent des relations tendues et des conflits. Son besoin de contrôle et de domination dans sa vie professionnelle et personnelle le laissait souvent isolé malgré sa célébrité.
Les préjugés raciaux de Briner étaient évidents à travers plusieurs incidents. En plus d'utiliser des stroboscopes pour effrayer les personnes noires, il y avait des rapports le concernant, faisant des commentaires désobligeants et montrant un comportement discriminatoire envers les personnes de couleur sur différents plateaux. Ces actions ont nui à sa réputation et ont éclipsé ses réalisations professionnelles. Yul Brynner, intérêt en dehors du théâtre. Mais tout n'était pas mauvais avec Yul Brynner, qui avait de nombreux intérêts au-delà du théâtre, montrant sa polyvalence et ses compétences. Il était un excellent photographe, capturant plus de 8000 photographies tout au long de sa vie. Ses sujets comprenaient des célébrités comme Elizabeth Taylor, Anthony Quinn, Sophia Loren, Mia Farrow et Audrey Hepburn. Notamment, Hepburn était la marraine de la fille de Brynner, Victoria, qu'il a eue avec sa deuxième épouse, le mannequin chilien Doris Kleiner. En 1996, Victoria a publié un livre de table basse intitulé Yul Brynner, photographeur, qui mettait en valeur le talent de son père pour capturer l'essence de ses amis célèbres à travers l'objectif de son appareil photo. Le livre offrait un aperçu unique de la vie hors écran des icônes d'Hollywood à travers les yeux de Brynner, révélant son sens aigu du détail et de la composition. Brynner avait également une passion pour la cuisine, qu'il a exprimée à travers son livre de cuisine intitulé Yul Brynner Cookbook, Food Fit for the King and You. Cover Parton B. Lee. Ce livre de cuisine partageait ses recettes personnelles et comprenait des plats intrigants comme la soupe de pissenlit et le ragoût de porc et choucroute. Le livre a non seulement révélé une autre facette de la personnalité polyvalente de Brynner, mais a également mis en avant son enthousiasme pour l'art culinaire. Il organisait souvent des dîners somptueux où il préparait lui-même les repas pour ses invités, mélangeant différentes cuisines et démontrant ses compétences culinaires. Ce livre de recettes est devenu un moyen pour lui de partager son amour de la nourriture avec un public plus large, démontrant ainsi son envie d'explorer et de partager différents aspects de sa vie en dehors de la comédie. En 1971, Brynner a épousé Jacqueline Thion de la Chaume, rédactrice de mode de Vogue français. Ce mariage a marqué une période d'expansion personnelle et familiale pour Brynner. Lui et Jacqueline ont adopté 2 enfants vietnamiens, Mia et Melody, ce qui a enrichi leur vie de famille. Ils ont également fait un investissement immobilier important en achetant le manoir de Cricbeuf du XVIe siècle, un domaine de 50 acres en Normandie. Sur cette propriété, Brynner se consacrait à un passe-temps inhabituel. Il entretenait une colonie de manchots. Le domaine est devenu un sanctuaire non seulement pour sa famille, mais aussi pour ses nombreux intérêts. Il a passé beaucoup de temps à rénover le manoir, en faisant un mélange de charme historique et de confort moderne, et accueillait souvent des amis et de la famille, offrant un sanctuaire où il pouvait se détendre et recevoir. Au-delà de ses intérêts culinaires et photographiques, Brynner avait une profonde curiosité intellectuelle. Il était un lecteur avide, avec une vaste culture intellectuelle. Brynner a même étudié la philosophie à la Sorbonne à Paris et a assisté à des cours d'éthique à Chicago sous la direction du Dr Paul Arthur Shilp, un érudit très respecté qui a fondé la Library of Living Philosophers. Le Dr Shilp a un jour loué Brynner pour avoir l'un des esprits les plus brillants qu'il ait jamais rencontrés, notant que Brynner était informé dans des domaines comme la politique, l'économie, la littérature, la musique et l'histoire. La soif de connaissance de Brynner était évidente dans ses diverses activités. Il était passionné par la musique, particulièrement l'opéra, et passait des heures à écouter sa vaste collection d'enregistrements d'opéra. Il était également impliqué dans des actions humanitaires, utilisant sa célébrité pour soutenir diverses causes. Par exemple, Brynner a travaillé avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et a voyagé dans des camps de réfugiés, sensibilisant à la situation des personnes déplacées dans le monde entier. Sa dévotion à ces causes reflétait sa nature compatissante et son engagement à avoir un impact positif au-delà de sa carrière cinématographique. Ce nombre d'intérêts mettait en valeur la personnalité et la curiosité de Brynner, prouvant qu'il était bien plus qu'un simple acteur emblématique. Que ce soit à travers la photographie, la cuisine, les activités intellectuelles ou les efforts humanitaires, Brynner a vécu une vie richement diversifiée qui dépassait largement ses rôles à l'écran. Ses nombreuses passions et réalisations en dehors de la comédie démontrent une quête profonde de connaissances et d'enrichissement, faisant de lui une figure durable d'inspiration culturelle et intellectuelle. Dernières années et lutte pour la santé. Yul Brynner était connu pour sa présence imposante à l'écran, mais en coulisses, il a affronté un adversaire redoutable, le cancer du poumon.
Briner était un fumeur de longue date, une habitude qu'il a prise tôt dans sa vie et qu'il a continué pendant plusieurs décennies. Cette dépendance a gravement affecté sa santé, entraînant un diagnostic de cancer du poumon en 1983. Malgré la nouvelle dévastatrice, Briner a abordé sa maladie avec une résilience caractéristique de ses héros à l'écran. Il était très direct à propos de sa lutte, et même en combattant la maladie, il maintenait un emploi du temps de spectacle strict. Dans ses interviews et apparitions publiques, il parlait souvent de sa condition et des dangers du tabagisme, transformant sa bataille personnelle en une croisade publique contre l'usage du tabac. Ses efforts n'étaient pas vains. Même si sa santé déclinait, il a incité beaucoup de gens à reconsidérer leurs habitudes tabagiques, utilisant son statut de célébrité pour délivrer un message frappant sur les conséquences du tabagisme. Briner a subi plusieurs traitements médicaux, y compris la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. Malgré ses efforts, son état a continué de s'aggraver. Son emploi du temps de traitement rigoureux, combiné à son insistance sur le fait de se produire, montrait un engagement non seulement envers son art, mais aussi à transmettre un message salvateur. L'acteur, qui avait autrefois incarné des personnages d'une force et d'une endurance immense, montrait des qualités similaires dans la vie réelle, en affrontant sa maladie de front et en utilisant sa plateforme pour défendre la santé publique. Dernière performance. Même si sa santé se détériorait, Briner refusa de laisser sa lutte contre le cancer interférer avec sa passion pour jouer. Il continua à reprendre son rôle emblématique de roi Monkout dans The King and I, un rôle qui lui avait valu un Tony Award et qui avait consolidé sa place dans l'histoire du théâtre. Les exigences de la scène ne l'ont pas dissuadé. Au contraire, elles semblaient alimenter sa détermination. La dernière représentation de Briner dans The King and I a eu lieu le 30 juin 1985 au Broadway Theatre de Broadway, marquant la fin d'une époque. Cette représentation était remarquable, non seulement pour son côté émouvant, mais aussi pour la force de volonté qu'elle a exigée. Malgré sa santé déclinante, Briner a réussi à insuffler à son rôle le même charisme et la même vitalité qui avaient caractérisé ses performances précédentes. Le public, conscient de son état, lui a fait une ovation debout, reconnaissant à la fois son talent et son incroyable dévouement. Dans les semaines précédant sa dernière performance, Briner a pris une décision profonde, utiliser son temps restant pour faire une annonce d'intérêt public contre le tabagisme. Dans une interview franche enregistrée avec Good Morning America, il s'est directement adressé aux téléspectateurs en réfléchissant aux conséquences de son addiction. « Maintenant que je ne suis plus là, je vous le dis, ne fumez pas. Quoi que vous fassiez, ne fumez pas », a-t-il exhorté. Ce message, diffusé à titre posthume, a résonné avec d'innombrables personnes et a renforcé son héritage en tant que non seulement un acteur, mais aussi un défenseur de la santé publique. Les derniers jours de Briner étaient un témoignage de son engagement à faire une différence. Il a continué à éduquer et inspirer les autres, utilisant ses propres expériences pour transmettre un message universel de prudence et de sensibilisation. Même face à sa propre mortalité, Briner restait tourné vers l'extérieur, cherchant à aider les autres à éviter le même sort. Mort. Yul Brynner est décédé le 10 octobre 1985, à l'âge de 65 ans. Sa mort a marqué la fin d'une vie remplie de réalisations extraordinaires, mais a également mis en lumière les réalités tragiques des maladies liées au tabagisme. Bien que sa présence physique ait disparu, l'influence de Brynner a perduré à travers ses films, ses performances sur scène et le puissant message anti-tabac qu'il a laissé derrière lui. À travers son combat contre le cancer, Brynner a fait preuve d'un courage incroyable, transformant sa lutte personnelle en une campagne plus large pour la santé publique. Sa vie et sa carrière servent d'exemple de résilience, de dévouement et de l'importance d'utiliser sa plateforme pour le bien commun.